J'ai besoin de toute votre attention parce que dans cette vidéo, je vais vous parler d'un probable scandale financier qui nous guette. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet grave. Si vous avez autour de vous quelqu'un qui veut aller étudier en France, cette vidéo doit lui parvenir de toute urgence. En réalité, depuis quelques semaines, mes équipes et moi voyons plusieurs médias tels Jeune Afrique, RFI, écrire des articles, faire des interviews dans lesquels ils font des alertes à l'endroit des étudiants qui viennent en France au sujet des AVI, des attestations de virement irrévocables. Il s'agit d'un document importantissime dans la procédure de demande de visa. Malheureusement, au moment où je vous parle en tout cas, plusieurs sociétés qui collectent l'argent dans nos pays ne sont pas en règle et pourraient, s'ils le souhaitaient, disparaître du jour au lendemain avec des sommes colossales. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Voilà pourquoi ce que je vais vous développer dans cette vidéo est très important à comprendre. On va aller en profondeur pour que vous compreniez bien où sont les subtilités et comment éviter vous-même d'être victime d'arnaque. Au stade où nous en sommes, nous ne pouvons plus attendre que nos gouvernements se lèvent, que des régulateurs fassent le travail. Il faut que les citoyens se prennent en charge. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça marche et quelles précautions vous devez prendre avant de donner votre argent à une société qui est supposée vous aider à aller en Europe. Le fait de vouloir aller étudier en Europe ne doit pas être une excuse pour pouvoir fonctionner comme un mouton. Allumez vos cerveaux. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui, comme moi, voulaient faire du business en Afrique, je vous invite à l'événement que j'organise à Paris les 28 et 29 septembre qui s'appelle Back to Africa. C'est un événement qui se tient au Palais des Congrès de Paris et qui réunit sur 2 jours 8000 personnes. C'est le premier événement au monde entier dédié au business en Afrique organisé par des particuliers. La spécificité de cet événement cette année, c'est que nous allons voir ensemble tous les business que vous pouvez lancer en Afrique sans y vivre. Parce que je suis conscient que beaucoup de personnes dans la diaspora ne sont pas encore prêtes à rentrer s'installer en Afrique, mais savent qu'il y a de véritables opportunités à saisir sur le continent, mais ne savent pas par où commencer, quelles sont les meilleures idées, comment les financer, comment s'y prendre étape par étape. Voilà pourquoi cette année, j'invite plusieurs entrepreneurs à succès sur le continent africain qui ont été pour la majorité dans la diaspora afin qu'ils vous expliquent comment ils font pour travailler sur le continent et les pépites qu'ils ont découvertes et qui sont prêts à partager avec vous. La place coûte 300 €, mais exceptionnellement, nous sommes en promotion en ce moment à 150 € pour encore, je l'espère, quelques places. Donc, ne tardez véritablement pas. Petite annonce pour les entreprises. À cet événement, vous avez la possibilité de participer en tant que stand. L'intérêt, bien évidemment, ici, il est évident, c'est de pouvoir parler de votre business à 8000 personnes. Peu importe le business que vous avez, si vous ciblez la diaspora, c'est l'événement auquel vous devez être. Que vous soyez en Afrique ou en Europe, vous devez être là. Si vous êtes un constructeur, par exemple, vous savez que la diaspora construit beaucoup. Venez à Back to Africa. Vous avez le numéro qui s'affiche pour nous contacter. Si vous êtes un promoteur immobilier et que vous vendez des appartements, des maisons, venez à Back to Africa. Vous allez pouvoir discuter directement avec la diaspora et proposer vos produits. Que vous vendiez des terrains ou même tout autre type de prestations pour lequel vous ciblez une clientèle de la diaspora, que vous soyez une banque, une assurance. Bref, venez à Back to Africa. Vos clients seront là massivement. Parce que l'intérêt de mon événement, c'est que j'ai réuni la diaspora qui a de l'argent. Pas la diaspora du Papato ou du Congo-Ça, la diaspora qui a de l'argent et qui veut faire avancer les choses en Afrique. C'est donc une opportunité exceptionnelle pour vous. Alors, je vais revenir au sujet qui nous concerne aujourd'hui. Je vous ai demandé en début d'allumer vos cerveaux parce qu'on va parler aujourd'hui de choses un peu techniques, mais je vais essayer de les simplifier au maximum pour que vous compreniez bien où est le danger. Je vais commencer par vous raconter une histoire vraie qui s'est déroulée en Allemagne en 2021 entre la BaFin et BAM. La BaFin, en réalité, c'est la principale organisation de régulation et de contrôle des marchés financiers en Allemagne. Son équivalent en France, c'est l'ACPR. On reviendra sur l'ACPR un peu plus tard. Il se trouve que ce régulateur-là a fermé une entreprise en 2021, la BAM, qui s'est volatilisée avec 2 millions d'euros. Vous avez bien entendu. Il s'agit ici de l'argent qu'elle avait collecté auprès d'étudiants qui voulaient aller étudier en Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, le régulateur, la BaFin en Allemagne, a constaté que l'entreprise BAM avait créé un compte séquestre bloqué en son propre nom dans lequel elle déposait l'argent des étudiants. Et en fait, de ce fait-là, elle ne respectait pas la réglementation allemande et même européenne sur la question. Et donc, la décision a été claire. Bloquer le compte, fermer l'entreprise, interdire ses activités et essayer de rembourser les étudiants avec l'argent qui restait encore
disponible. Vous devez bien comprendre où était le problème. L'entreprise BAM en Allemagne prenait l'argent des étudiants dans le monde entier qui voulaient étudier en Allemagne. Elle avait créé un compte bloqué dans lequel elle mettait cet argent. Le problème, et c'est ce que le régulateur allemand lui a reproché, c'est qu'elle n'avait pas créé des comptes au nom de chaque étudiant. Ce qu'elle avait plutôt fait, c'est qu'elle avait créé un compte en son propre nom et elle prenait donc l'argent des étudiants qu'elle mettait sur ce compte bloqué. Ce compte-là était auprès d'un PSP. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un PSP dans quelques minutes. Et ceci a suffi pour que l'entreprise soit définitivement interdite d'exercer. Entre-temps, bien évidemment, des étudiants se sont retrouvés dans des positions très compliquées. Voilà pourquoi je dis, le fait de vouloir aller en Europe, en France, étudier, ne doit pas faire que vous fermiez vos cerveaux et que vous commenciez à faire confiance à tout ce qui se présente sur votre chemin. Soyez vigilants. Alors, à la base, c'est quoi les AVI? En réalité, pour venir étudier dans un pays étranger, le pays étranger a besoin de vérifier que vous avez les moyens de subvenir à vos besoins. OK? Donc moi, par exemple, quand je venais étudier en France, il fallait que je démontre à l'ambassade de France, du Cameroun, que j'avais les moyens de pouvoir étudier en France. Pour cela, il y avait deux possibilités. Soit je démontrais que ma famille, parce qu'en général, ce sont des familles, les étudiants qui viennent étudier sont des gamins, ma famille avait bloqué de l'argent à ma disposition pour que je puisse venir étudier, donc au travers d'un compte bloqué, ou alors au travers d'une prise en charge familiale. Moi, dans mon cas, ma grande sœur, vivant déjà en France à cette période-là, ayant une situation financière correcte, m'a pris en charge. Donc, elle a simplement rédigé une attestation de prise en charge, joignant à cela ses impôts, démontrant qu'elle avait largement la capacité de subvenir aux besoins d'un étudiant par rapport à ce qu'elle gagnait déjà. Et sur cette base-là, j'ai eu mon visa. Mais il faut le dire, l'ultra-majorité des étudiants qui viennent étudier en France et même à l'étranger n'ont pas des membres de famille dans les pays dans lesquels ils vont qui ont les moyens de les prendre en charge. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que les familles doivent bloquer des sommes, à peu près 4 millions et quelques, 7 000 euros et des poussières. Et comment ça fonctionne? Vous prenez votre argent, vous le donnez à une banque, parce que c'est en fait comme ça que ça marchait à la base. Les AVI, il faut le savoir, étaient délivrés uniquement par des banques. Et comment les banques procédaient? Et vous devez bien comprendre le flux financier que je vais vous retracer à partir de maintenant. Un individu qui voulait une AVI allait voir une banque au Cameroun, au Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que la banque fait? La banque ouvre un compte séquestre au nom de l'étudiant dans le pays dans lequel il réside. Par exemple, vous êtes au Cameroun, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous voulez aller en France, vous allez voir par exemple Afriland, Ecobank, Société Générale et j'en passe. Parce que toutes les banques dans nos pays ont le droit de délivrer des AVI. Pourquoi? Parce que ce sont toutes des banques qui sont régulées par la COBAC. La COBAC, c'est un organisme de contrôle, là encore, de l'Afrique centrale. On a un équivalent en Afrique de l'Ouest. Vous devez bien évidemment vous en douter. Tout ce qui touche à l'argent est extrêmement régulé parce qu'il y a bien évidemment beaucoup de choses que l'on peut faire de sales au travers des banques, comme du blanchiment, comme de la fuite de capitaux. Et donc, il y a énormément de contrôle sur toutes les transactions financières qui passent par les banques. Avant d'ouvrir une banque, la banque doit pouvoir montrer qu'elle a suffisamment d'argent pour pouvoir, au cas échéant, rembourser des clients s'il y avait des problèmes. Donc, vous voyez que ce n'est pas tout le monde qui a le droit de manipuler l'argent des autres. Et c'est l'un des problèmes d'ailleurs que l'on a pu reprocher ici à des entreprises comme l'IEPLIMAL, des entreprises comme KDS, Sotoc et autres. C'est que ces entreprises-là prenaient l'argent des gens alors même qu'elles n'étaient pas régulées pour jouer un rôle d'intermédiaire ou alors pour vendre des produits financiers. Vous allez vous rendre compte que la plupart des arnaques qui se font dans nos pays se font du fait que les gens qui demandent l'argent aux autres, en réalité, ne sont pas régulés. Vous prenez qui vous voulez, Cunet, toutes les sociétés de Ponzi que vous connaissez en Afrique ont prospéré parce que des gens ont fait confiance à des individus ou à des entreprises qui n'étaient pas régulées. Parce que si elles étaient régulées, alors le régulateur aurait donné son sceau, aurait validé le fait que ces entreprises ont une capacité financière technique à pouvoir manipuler les fonds des gens qui leur sont remis. Pour revenir donc à notre histoire, à l'époque, il n'y avait que les banques, en réalité, qui faisaient les prestations de délivrance, attestation de virement irrévocable, les fameuses AVI. Et comment ça marchait donc? Un étudiant, au travers de ses parents, allait voir une banque. Et une fois qu'il voyait la banque lui délivrait donc. Alors qu'est-ce qu'il faisait? La famille donnait donc de l'argent à la banque en disant voici l'argent que je veux mettre à disposition de mon fils une fois qu'il sera en France. La banque ouvrait un compte, parce qu'elle procède toujours comme ça. La banque ouvre un compte séquestre dans lequel elle met l'argent de l'étudiant en son nom et lui délivre un papier en disant voici une attestation que tu vas aller présenter à l'ambassade de France pour ta demande de visa. Si tu obtiens le visa, quand tu arrives en France, tu ouvres un compte bancaire en France, tu nous communiques ce numéro de compte bancaire que tu as ouvert en France en ton nom et nous allons désormais te virer tous les mois 1/12 de la somme que tu as déposée chez nous. Aussi simple que ça, on est à peu près 700 et quelques d'euros. En Allemagne, on était à peu près 830 euros. Ça veut dire que
La banque, donc, bloque l'argent au nom de l'étudiant. Ok, c'est important, au nom de l'étudiant au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Gabon, au Sénégal. Et l'étudiant, quand il arrive en France, il ouvre un compte. Maintenant, la banque, donc, lui envoie de l'argent tous les mois. Pour cette prestation d'envoi d'argent tous les mois et de délivrance d'un papier l'AVI, les banques facturaient des sommes faramineuses. Certaines facturaient jusqu'à 1 million de francs CFA, 1500 euros. Mais le pire même, ce n'est même pas la somme qu'elles facturaient. C'était les lenteurs administratives. Qu'est-ce que ça supposait? Que des étudiants arrivaient en France, parce que moi, quand je suis arrivé en France, j'étais avec ma sœur. Donc, on allait directement à la maison et ma vie a commencé sans aucun problème. J'étais pris en charge. Ce n'est pas le cas pour les gens qui viennent avec des AVI. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas tout le monde qui a une famille en France. Bon, prenons donc le cas de figure d'un étudiant qui arrive en France via une AVI. Il arrivait en France, déjà à l'aéroport, qui vient l'attendre? S'il a des amis, peut-être qu'un ami vient l'attendre. Mais il va habiter où? Puisque le jour où il arrive, il n'a pas d'appartement, il n'a pas de logement. Parce qu'en France, pour avoir un logement, il faut que tu aies un compte bancaire. Oui, mais comment tu vas donc faire pour avoir un compte bancaire, vu que tu es encore en Afrique? Ayant vu cette faille dans laquelle des étudiants arrivaient en France, en ayant pourtant des AVI, mais sans le moindre sou, dans la précarité la plus absolue, les entrepreneurs ont décidé donc de s'attaquer à cette problématique pour pouvoir apporter une alternative aux AVI que proposaient les banques. Mais maintenant, il se pose donc un problème. Quand un individu donc décide qu'il va créer une structure qui va pouvoir donner des AVI, est-il une banque? Est-il en capacité de pouvoir répondre à la problématique des étudiants? Eh bien, pour ça donc, la bonne nouvelle, c'est qu'en France, l'organisme qui régule ça, qui s'appelle l'ACPR, qui en réalité est un démembrement de la Banque de France, sur son site, donne des informations très précises pour savoir quelles sont les sociétés qui sont en capacité de pouvoir créer des comptes pour tiers. Parce qu'en fait, il y a deux possibilités. Soit vous êtes une banque et donc vous créez des comptes parce que vous êtes la banque, soit vous êtes en réalité un intermédiaire. On est d'accord? À ce moment-là, vous n'êtes pas la banque, mais vous êtes un intermédiaire financier. Et en tant qu'intermédiaire financier, vous avez la capacité à pouvoir, vous aussi, créer des comptes bancaires auprès des banques. Il se trouve donc que l'ACPR nous explique que cette deuxième possibilité est parfaitement possible. Quand on va sur le site de l'ACPR, voilà ce qu'on lit. Vous allez trouver le lien dans la barre de description. Point 3. Quels sont les statuts possibles pour procéder à de l'encaissement pour compte de tiers? Vous voyez bien qu'on est bien sur le site ACPR Banque de France. Plusieurs statuts sont envisageables selon l'activité. 3.1. Premier statut, le statut de prestataire de services de paiement PSP. Retenez bien ce nom parce qu'à partir de maintenant, je vais utiliser uniquement l'acronyme PSP. Prestataire de services de paiement, lui, il a le droit. Qui est-il? La fourniture à titre de profession habituelle de services de paiement est réservée aux seuls prestataires de services de paiement qui sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit. Parmi les PSP, les établissements de paiement agréés uniquement pour fournir le service d'initiation de paiement ainsi que les prestataires de services d'information sur les comptes ne peuvent pas procéder à de l'encaissement pour compte de tiers. Deuxième possibilité, soit vous êtes donc un PSP, soit vous êtes mandataire d'un PSP. Un agent est un mandataire non agréé, soumis à des conditions d'enregistrement moins contraignantes qu'un agrément. Il peut participer à la fourniture des services de paiement pour lesquels le prestataire de services de paiement mandant a été agréé. Le rôle de l'agent est déterminé par les termes du mandat qui lui est confié. Nota bene, un distributeur est une personne distribuant de la monnaie électronique pour le compte d'un établissement de monnaie électronique et autorisé à effectuer dans ce cadre les activités suivantes. La mise en circulation de monnaie électronique, y compris le rechargement de monnaie électronique, le remboursement de monnaie électronique. Bon, on n'est pas tout à fait concerné par le nota bene. Et puis, troisième élément, quelques régimes d'exception. Dans les régimes d'exception, on va dire, certaines professions sont autorisées par des textes sectoriels spécifiques à encaisser les fonds pour compte de tiers. C'est le cas notamment des avocats, des notaires, des agents immobiliers ou encore des agences de voyage, ce qui est normal. Quand tu vas, par exemple, dans une agence de voyage, tu payes l'agence de voyage, mais ce n'est pas l'agence de voyage qui te fait voyager. Elle va payer, elle, à son tour, une société aérienne. Donc, par exemple, on a plein de sites qui font ça aujourd'hui. Je ne vais pas donner leur nom, mais vous les connaissez. Il y a plein de sites qui vous permettent de comparer des prix de vol. Mais après, vous pouvez acheter un billet directement chez cette entreprise-là. Pourquoi? Parce que lui, il est mandataire. Enfin, non, pas la partie mandataire. Attends, non. Pourquoi? Parce que lui, il bénéficie d'un régime d'exception. Voilà donc les trois cas de figure dans lesquels les gens peuvent prendre l'argent pour le compte d'autrui en France. Parce que ça, c'est ce que la Banque de France dit. En réalité, il y a plusieurs PSP qui fonctionnent aujourd'hui que nous utilisons au quotidien.
PayPal est un PSP. Tout le monde connaît PayPal, n'est-ce pas? Est-ce que PayPal est une banque? Non. Mais PayPal est un intermédiaire entre la banque et nous. On est d'accord? Oui. Est-ce que PayPal permet de faire des virements de compte PayPal à PayPal? Oui. Est-ce que PayPal permet de faire des paiements dans certains établissements? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe quand PayPal fait un paiement? PayPal va prendre l'argent soit sur votre compte PayPal qui est stocké là-dessus, soit directement sur le compte bancaire. PayPal est le premier PSP au monde. Mais il y a aussi Stripe qui existe. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas Stripe, mais c'est grâce à Stripe que vous pouvez faire des paiements sur Internet. La très grande majorité des sociétés qui travaillent sur Internet connectent leur compte à Stripe. Donc Stripe, par exemple, c'est un PSP. Vous avez Revolut. Vous connaissez peut-être Revolut qui est considéré comme une néobanque. Eh bien, Revolut, c'est une néobanque. Ce n'est pas une banque au sens classique du terme. Eh bien, c'est un PSP aussi. Vous avez SumUp, par exemple, qui permet d'utiliser des terminaux de paiement. SumUp, ce n'est pas une banque, c'est un PSP. Qu'est-ce que je vais vous montrer par là? C'est que des PSP, en réalité, ce sont des structures financières régulées elles-mêmes par les différents organismes et donc qui sont en réalité rattachées à des banques et qui peuvent donc proposer des prestations financières. Parce que la banque, peut-être, ça ne l'intéresse pas. Quand on prend, par exemple, les néobanques, beaucoup d'entre elles ont révolutionné l'univers de la banque parce qu'elles ont créé des banques en ligne totalement digitales, ainsi de suite. Mais toutes les néobanques qu'on connaît sont rattachées à une banque principale. Hello Bank, comment je les appelle? Bref, toutes les néobanques que vous connaissez, Revolut, elles sont toutes attachées à une banque principale. OK? Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez donc faire cette activité pour pouvoir délivrer des AVI à des étudiants, eh bien en France, si vous n'êtes pas une banque, vous devez être PSP ou mandataire de PSP, d'après ce qu'on lit sur le compte de la Banque de France. L'opération par laquelle on prend l'argent des étudiants pour le mettre sur un compte s'appelle du cantonnement de fonds pour tiers. Il se trouve donc que des startups africaines ont décidé de se lancer dans cette niche. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont donc rencontrer un PSP et disent au PSP, je veux être ton mandataire. Moi, je n'ai pas l'argent pour lancer une banque. Je n'ai même pas l'argent pour être un PSP parce que ça demande aussi de la régulation. Je veux être ton mandataire. Je vais être… Alors attention, pour être mandataire, vous l'avez lu tout à l'heure comme moi, il y a des vérifications qui sont faites. Beaucoup plus légères que pour le PSP, mais le mandataire doit montrer patte blanche. Tout le monde ne peut pas être mandataire. Vous devez là aussi être régulé à un niveau plus faible que le PSP, certes, mais vous êtes régulé. Et donc, comme c'est un niveau qui est acceptable, eh bien, des startups donc, ont décidé d'aller dans cette niche-là, avec pour but donc de devenir mandataire de PSP. En étant donc mandataire de PSP, vous allez voir donc maintenant la grosse différence que ces entreprises vont faire par rapport aux banques au pays. Désormais, que font ces entreprises? Plutôt que de créer un compte bancaire en Afrique dans lequel on va devoir virer l'argent 12 fois tous les mois et donc exploser les frais environnement internationaux, ces mandataires de PSP vont proposer directement aux étudiants de leur ouvrir des comptes séquestres en France. Comme les banques le font en Afrique déjà, elles vont dire, moi, je vais vous ouvrir un compte séquestre directement en France, auprès donc d'un établissement agréé qui travaille avec mon PSP. Je prends en fait l'activité que mon PSP m'autorise à gérer, puisque je suis régulé, et donc, je peux vous créer directement un compte bancaire dans lequel vous allez déposer votre argent. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Ces sociétés-là donc collectent l'argent des étudiants en Afrique, donc tu donnes tes 4 millions et quelques pour la France, et cette société-là donc t'ouvre un compte bancaire en France directement à ton nom qui est bloqué. Vous allez comprendre pourquoi ça fait une grosse différence maintenant. Et c'est là qu'il y a le problème. Parce que malheureusement, il se trouve que certains acteurs qui opèrent dans nos pays et qui prennent l'argent des étudiants, tenez-vous tranquilles les amis, mettent cet argent sur leur propre compte. C'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux. Il y a le niveau là où tu mets l'argent au nom de l'étudiant sur un compte bancaire bloqué, régulé. C'est le niveau officiel. Il y a le premier niveau, comme BAM en Allemagne, dans lequel, parce que la BAM travaillait avec un PSP. Mais la BAM avait créé un compte, non pas au nom des étudiants, mais à son propre nom. Donc, elle collectait l'argent des étudiants, mettait sur son propre compte.
auprès du PSP. Et ça, le régulateur allemand avait dit niet, ce n'est pas possible. Et il y a donc le troisième cas dans lequel des entreprises collectent l'argent des étudiants sur leur propre compte qu'ils ont créé dans une banque lambda. Maintenant, peut-être que vous ne voyez pas le danger. Eh bien, le danger, il est simple. Qu'est-ce qui se passe si cette entreprise ferme? Vous savez me dire? Qu'est-ce qui se passe si cette entreprise ferme? Ça va être les pleurs et des larmes. Parce qu'en fait, quand une entreprise travaille proprement et qu'elle est régulée, vu que vous, quand vous lui donnez votre argent, elle ne prend pas votre argent, elle vous ouvre un compte bancaire directement dans une banque en France avec votre nom, eh bien, ce qui se passe est simple. Si l'entreprise ferme, ben, vous n'avez aucun problème. Vous avez déjà un compte en France avec votre nom. Si l'entreprise ferme, on va venir au deuil, on va manger les arachides, on va se lamenter pour elle. Mais le lendemain, vous prenez votre billet d'avion, vous allez étudier. Vous n'avez aucun problème. Parce que cette entreprise-là était un intermédiaire. Elle a pris votre argent. C'est un peu comme si vous aviez une agence de voyage. Vous avez donné l'argent à l'agence de voyage. Elle a acheté vos billets. Elle vous a envoyé vos billets. Si l'agence de voyage ferme, c'est vraiment triste, hein, ça fait partie de la vie. Mais le lendemain, vous prenez votre billet d'avion, vous partez. Parce que vous avez acheté, certes, au travers d'un intermédiaire, mais vous avez acheté un billet d'avion directement à la compagnie. Et ça, vous devez bien le comprendre. Les entreprises qui collectent l'argent des étudiants ne sont pas des banques. Les entreprises qui collectent l'argent des étudiants ne sont même pas des PSP. Ce sont au mieux des mandataires de PSP. Et à ce titre, donc, elles n'ont pas, d'après ce qui est dit sur le site de la Banque de France, elles n'ont pas mandat à collecter l'argent sur elles. Et là, je parle des mandataires. Hein. Les mandataires n'ont pas le droit de prendre votre argent et de le mettre sur un compte bancaire qui leur appartient. Parce que, comme je dis, le risque est trop grand. Vous pouvez avoir une année où vous avez 2, 3, 4 millions d'euros sur votre compte, peut-être même 5 millions d'euros sur votre compte. Si vous êtes, je ne sais pas moi, si vous avez une tentation liéplimalesque et que vous décidez de prendre la poudre d'escampette, qu'est-ce qui se passe de l'argent des étudiants? Les pleurs. Les pleurs simplement. Donc, je fais cette vidéo parce que je vais faire une deuxième. Parce que dans la deuxième vidéo, mon équipe et moi sommes en train de contacter toutes les entreprises connues qui collectent l'argent des étudiants. Parce que dans la deuxième partie, nous allons leur donner la parole. Nous allons leur envoyer des questionnaires, nous allons leur donner la parole. Celles qui le souhaitent d'ailleurs, je les invite à un débat contradictoire pour pouvoir discuter et nous expliquer comment elles font pour sécuriser l'argent des étudiants. D'ailleurs, avant de sortir de cette vidéo, je tiens à vous préciser qu'en France, vous avez un site qui s'appelle regafi.fr sur lequel vous pouvez vérifier qu'une entreprise est PSP ou mandataire. Donc, si une entreprise vous dit qu'elle vient collecter votre argent, vous lui posez deux questions. La première, vous dites que vous êtes autorisé à collecter notre argent. Très bien. Est-ce que vous êtes sur le site regafi.fr? Parce que sur le site regafi.fr, vous avez tous les établissements en France qui sont soit PSP, soit banque, soit mandataire. Donc, si quelqu'un est régulé en France et qu'il a le droit de collecter l'argent des étudiants, son nom figure sur le site regafi.fr. Si une entreprise n'a pas son nom qui figure déjà là-dessus, c'est chaud. Deuxième question que vous devez lui poser. Ok, monsieur, vous prenez l'argent des étudiants. Vous le mettez donc, parce que s'il n'est pas régulé, ça veut dire qu'il ne met pas l'argent sur le compte d'une banque. Ça veut dire qu'il doit certainement mettre l'argent sur son propre compte à lui-même. Lui, ça dit qu'il a créé son entreprise en France. C'est un peu comme moi investir au pays maintenant. J'ai un compte de société en France. Je vous dis, donnez-moi votre argent. Quand vous allez arriver en France, je vais vous le remettre. Mais qu'est-ce qui se passe si entre-temps, je décide que, bon, vraiment, j'ai envie d'aller vivre à Hawaï. Hein? J'ai envie d'aller vivre à Dubaï. Vraiment, j'ai déjà 15 millions d'euros sur mon compte. Les étudiants, là, ils vont attendre. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ben, je prends simplement mon billet d'avion, je m'en vais. Vous allez pleurer les larmes de votre corps quand vous allez arriver à l'aéroport parce qu'il n'y aura plus personne. Donc, si l'entreprise vous dit qu'elle est autorisée, même si elle n'est pas sur le site Regafi, qu'elle est autorisée à faire des transactions, posez-lui donc une deuxième question.
qu'est-ce qui se passe si votre entreprise ferme? Qu'est-ce qui se passe par rapport à mon argent? Qu'est-ce qui se passe? Parce que il faut bien comprendre comment ça se passe quand une entreprise ferme. Quand une entreprise ferme, les créanciers de l'entreprise viennent pour se servir sur les comptes bancaires de l'entreprise. OK? Or, comme je disais tout à l'heure, en réalité, l'intermédiaire doit être rémunéré pour sa mission d'intermédiation. Ça veut dire que quand vous venez déposer votre argent auprès d'une structure pour qu'elle vous ouvre un compte bancaire en France, vous payez pour cette prestation. C'est l'argent que vous lui payez pour la prestation qui rentre dans son compte bancaire à elle. Donc, supposons que vous lui payez 500 euros. Ce sont les 500 euros qui rentrent dans son compte à elle. Les 7000 euros et quelques que vous lui donnez, qui doivent être bloqués sur votre compte en France, ne transitent pas en réalité. Ce n'est pas son argent. Ce n'est pas son argent. Cet argent-là doit être mis à votre disposition en France. De telle sorte que s'il ferme, c'est avec les 500 euros-là qu'il vous a donnés qu'il va avoir des problèmes, pas avec vos 7000 et quelques euros. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre le mécanisme financier qui permet de suivre et de sécuriser les fonds des étudiants. Les entreprises doivent être régulées comme mandataires, comme PSP ou alors comme banque pour pouvoir prendre l'argent des gens en France. Si elles ne le sont pas et qu'elles prennent quand même l'argent, de ma compréhension en tout cas, elles font courir un grand risque aux étudiants. Dans la prochaine vidéo, un numéro est disponible, je le répète. Si vous êtes une entreprise qui prenez l'argent des étudiants, venez nous expliquer comment vous le faites si vous ne le faites pas par le mécanisme que j'ai décrit. Si peut-être qu'il y a effectivement un mécanisme que j'ignore, que je n'ai pas compris, il n'y a aucun problème. Nous sommes là pour pouvoir informer. Venez, répondez à nos questions parce que dans la deuxième vidéo, comme j'ai dit, nous allons discuter avec plusieurs entreprises qui font cette activité-là afin qu'elles nous expliquent comment elles le font. Sont-elles régulées? Si elles ne le sont pas, qu'est-ce qui justifie qu'elles collectent l'argent des étudiants et qu'est-ce qui se passe en cas de fermeture? Ce sujet est très important. Nous sommes en pleine période dans laquelle les gens se préparent déjà pour aller étudier en France l'année prochaine. Et je pense que c'est le moment où chaque parent, parce que je sais que les gens vont pleurer, chaque parent doit être responsable. Responsable. Ne venez pas dire après que le gouvernement nous a lâchés, personne ne nous a informés. Faux. Dans cette vidéo, je vous ai mis en garde. Dans la prochaine, on ira un peu plus loin et on donnera de la visibilité aux entreprises pour qu'elles puissent parler de ce qu'elles font et comment elles font. Partagez cette vidéo à toutes les personnes qui voyagent, qui ont dans la famille des gens qui vont voyager. Parce que sinon, comme je vous l'ai dit, certains ont peut-être déjà commencé à donner de l'argent à des entreprises auxquelles elles ne devraient pas. Très bientôt.